Bonsoir, bienvenue à Au cœur du sport. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'affaire désormais Fédération camerounaise de football, club amateur du Cameroun. Eh bien, l'affaire était donc en délibéré hier. Cela a été donc prorogé pour une date du 11 avril prochain, date à laquelle les juges de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun rendront leur décision par rapport à la requête introduite par l'Association des clubs amateurs du Cameroun, une requête qui vise purement et simplement l'annulation du processus électoral qui a conduit à sa tête le président Seydou Bobo Djéa, président de la Fédération camerounaise de football. Et puis, on en reparle, on parlera du match, on va refaire le match Cameroun-Comores. Pendant ce temps, les Comoriens ont remis encore ça du côté du tribunal arbitral de sport. On pensait qu'ils n'allaient pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir rester en justice de ce côté. Eh bien, c'est fait depuis quelques jours. Les Comores ont traîné non seulement à la Fédération camerounaise de football, au TAS, et ils ont pris la peine de notifier la Confédération africaine de football, la CAF. On parle, on verra les enjeux de cette affaire. Madame, Monsieur, merci de rester scotché. On se retrouve juste derrière. En parler, nos panélistes qui sont recrutés dans plusieurs volets, ce sont des techniciens, des praticiens de droit, des journalistes, et puis bien entendu notre consultant permanent qui nous fait l'honneur d'être toujours là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On commence par lui, Coris Kouyaté. Bonsoir, bienvenue Coris. Bonsoir Bouba, bonsoir à l'équipe technique, un bonsoir particulier, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International et en particulier de l'émission Au cœur du sport. Parmi ces téléspectateurs, il y a un monsieur qui ne rate aucune seconde, n'est-ce pas, de cette émission. Il s'appelle Dr Sitio Naël. Il officie du côté de Simbok à Yaoundé. Bonsoir, docteur Sitio Nahel, du côté de Sibok, à Sibok, où on connaît beaucoup d'amis, et également du côté du Carrefour des Sœurs, hein, ils vont se reconnaître. Alors, bonsoir également Abdoulaye Ado. Abdoulaye Ado, bonsoir. Merci, Monsieur Bouba, bonsoir à vous, bonsoir au panel et je salue ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, que ce soit au Cameroun ou à l'international. Alors, Abdoulaye Ado, qui avait une casquette par le passé, membre de la Chambre d'homologation et de discipline de l'ancienne FECAFOOT, on va dire ainsi, qui aujourd'hui a à sa tête notre président. Par le passé, vous étiez beaucoup plus étiqueté comme l'homme demain de la FECAFOOT, l'ancienne, mais maintenant il faut préciser que vous avez pris un peu de recul. On vous reçoit sur ce plateau, vous n'êtes pas mandaté par la fédération actuelle, mais vous êtes là comme un juriste. Oui, non, je suis là comme juriste, mais vous savez également que quand vous avez connu une maison, moi véritablement par rapport à la FECAFOOT, je l'ai connue, je l'ai supportée, même si je n'y suis pas, ça ne m'empêche pas de garder toujours une très bonne idée de certains dirigeants de la FECAFOOT. Vous avez intérêt de revenir toujours dans vos fonctions parce qu'on parle des commissions qui sont déjà en gestation. Vous n'êtes totalement pas parti. Je ne peux présager de quoi que ce soit. Les commissions, sûrement, ça va être constitué par ceux qui ont le pouvoir ou les prérogatives. Bon, dans tous les cas, si c'est les commissions juridictionnelles, je crois que c'est par voie d'élection au niveau de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Donc ce n'est pas par nomination, mais les autres commissions, c'est par nomination. Et la nomination étant discrétionnaire, ceux qui ont le pouvoir pourront nommer qui ils veulent. Merci, merci monsieur le juriste d'avoir accepté notre invitation. On aura besoin de vos éclairages tout à l'heure. Pinon Ongba, lui aussi, c'est un juriste peut en cacher un autre. C'est un observateur très très averti, connu déjà des téléspectateurs de Canal 2 International. Pinon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Je vais dire un bonsoir particulier à celui-là qui a financé mes études depuis l'enfance. Il s'appelle M. Abena Lima Apollinaire. Je pense à lui aujourd'hui. Il n'aime pas beaucoup que je parle de lui, mais je le fais aujourd'hui parce qu'il est malade et il suit un traitement du côté de la Suisse.
Donc, je voulais lui dire un bonsoir parce que je ne sais même pas s'il regarde, mais je sais qu'on va lui dire que je lui ai dit bonsoir. Alors, bonsoir à celui qui a financé les études de mon ami Pinon. Je voulais aussi rappeler que, comme ado, je suis un ancien rapporteur. De vous avez démissionné voilà, ou bien donc, on vous a démissionné? Vous avez démissionné? Moi, j'ai démissionné. Votre cas, vous avez démissionné. Oui, j'ai démissionné. J'ai estimé que comment on appelle ça, le conseil de la Ligue, le président de la Ligue et son bureau ne me faisaient pas confiance parce que l'année dernière, nous avons conduit les travaux de la commission d'homologation et de discipline et notre travail a été couronné par l'accession en élite d'un club de la région du centre, à savoir FAP de Yaoundé, qui je crois aujourd'hui fait la fierté de cette ligue régionale. Nous avons également constaté l'accession en deuxième division, dans la ligue régionale, de 3 clubs à l'issue du tournoi Interligue. Mais j'ai été surpris de constater que, à l'issue du conseil régional qui se serait tenu la semaine dernière, les membres du conseil ont décidé d'ignorer le reste de nos PV. C'est-à-dire qu'au cours de la saison, je prends un exemple, à la 3e journée, il y a un club qui était forfait général, Jeunesse de Bala. À la 7e journée, il y en a un autre Black Star qui a été forfait général, ainsi de suite. Et on homologuait de manière progressive, donc on homologuait toutes les 3 journées. Et personne ne s'est plaint. Du moins, tous ceux qui se sont plaints sont allés à la chambre de recours de la fédération qui nous a donné raison, donc qui a confirmé nos homologations. Mais j'ai donc été surpris que ces gens qui ont été déclarés forfait général, au moins eux, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre tous les autres, mais ceux qui étaient forfait général, ça c'est des sanctions disciplinaires qui, pour être réformés, devaient faire l'objet d'un appel, d'un recours. Malheureusement, le conseil s'est cru le pouvoir de changer, de réformer les décisions d'une chambre juridictionnelle dont je suis le rapporteur. J'ai donc estimé que, 1, c'était illégal, 2, c'était un désaveu du travail que nous avons fait. Donc j'ai estimé que je ne peux pas continuer le travail avec... Vous avez démissionné. Oui, j'ai démissionné. Quand vous êtes un homme d'honneur. Merci Pinon d'avoir accepté notre invitation. Thierry Ndo, bonsoir, bienvenue Thierry. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les autres membres du panel, merci de l'invitation. Merci, on ne vous présente plus, vous êtes un habitué de ce plateau. Le 5e dernier invité, je pense que c'est la première fois qu'il me rend visite sur ce plateau précisément. C'est un avocat au barreau du Cameroun, maître Éric Pissot. Bonsoir, bienvenue. Merci Bouba, bonsoir à toi, bonsoir également à tous les copanélistes, bonsoir également à tous les auditeurs, les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. Il faut dire que c'est la 2e fois que je viens sur votre plateau. J'y étais, n'est-ce pas, au lendemain de la sentence qui avait été rendue par le tribunal arbitral de sport de Lausanne, après la sentence du 27 février, n'est-ce pas, 2017, il fallait venir expliquer, n'est-ce pas, les effets juridiques que pouvaient emporter ces sentences. Lorsque j'étais venu ici pour indiquer que clairement, cette sentence-là était exécutoire, mais elle était difficilement exécutable. Vous avez bien compris que pour être exécuté au Cameroun, cette sentence a fini par être exécutée. Beaucoup plus au niveau, n'est-ce pas, de la FIFA, parce qu'il faut dire que la FIFA et le TAS appartiennent au même ordre juridictionnel, au même ordre judiciaire que, n'est-ce pas, la Suisse. Donc, j'étais ici. Donc, je suis avec plaisir que je revienne sur votre plateau. Merci. Vous êtes là ce soir. Vous allez certainement nous parler de la Chambre de conciliation et d'arbitrage à propos du renvoi, on va dire peut-être d'une autre prorogation pour le 11 avril prochain dans l'affaire qui concerne les clubs amateurs à la Fédération camerounaise de football. On va peut-être pas prendre une transition, mais aller au pas de course, prendre 2 actualités phares de la semaine avec notamment l'histoire des clubs. Les clubs, on se souvient, la FIFA qui avait sommé la Fédération camerounaise de football de régler la situation des joueurs, situation salariale des joueurs de Ligue 1, Ligue 2. Eh bien, pas plus tard qu'hier, c'est bien sûr un autre club de Ligue 1, notamment Fauvoux, qui est rentré en grève réclamant 2 mois d'arriérés de salaire. Alors, Coris, on est loin d'être sorti de l'auberge. Doit-on craindre pour une réaction de la FIFA par rapport à cet autre rebondissement? Ben, bien sûr qu'il faut craindre, Bouba. Bien sûr qu'il faut craindre, parce que généralement, chez nous, au Cameroun, on a du mal à exécuter ou encore à appliquer certaines décisions. Je vous disais ici la semaine dernière que logiquement, dans une affaire comme celle-là, lorsqu'on détecte les coupables et qu'on a ceux qui se plaignent en face, ce qu'il faut faire, c'est régler le problème. On n'avait pas besoin de créer, n'est-ce pas, toute une comité ad hoc
pour finir, qu'est-ce que cette comité doit accoucher comme résolution? Mais rien du tout. Vous voyez que là, non seulement les joueurs de foot vous réclament 2 mois d'arrêt de salaire pour cette saison qui est en cours, mais également ils réclament des arrêts, n'est-ce pas, de salaire pour la saison précédente. Ça veut dire que l'heure est grave. Et n'oubliez pas qu'on a quand même vu certains présidents de clubs sortir et dire que non, voilà, on a déjà réglé, ou du moins on avait déjà payé ces joueurs. Voici d'ailleurs les décharges. Ils nous ont montré, n'est-ce pas, des décharges des joueurs sur des feuilles volantes, ce qui ne se voit ailleurs. N'est-ce pas? Quand on parle du football professionnel, on peut parler dans une équipe en national en France, voir un président de club vous présenter un format que voici les décharges des joueurs, ils ont perçu leur salaire. Ça ne se fait pas. Les salaires de joueurs, n'est-ce pas, doivent se payer par virement bancaire. D'ailleurs, les textes de la Ligue professionnelle n'est-ce pas, de football le disent. Donc, il est quand même temps qu'on apprenne, n'est-ce pas, au Cameroun à agir dans le bon sens. Et comme je le disais encore la semaine passée, ce n'est plus une affaire du Cameroun. Du moment où l'affaire est allée au niveau de la FIFA, c'est très dangereux. Parce que le moment venu, Boubarou, pour être sûr et certain, la FIFA elle-même enverra une commission d'enquête au Cameroun et prendra les mesures qui s'imposent. Alors, Maître Éric Bissot, au-delà des actes que la FIFA pourrait poser ou alors des décisions que la FIFA pourrait prendre, est-ce que sur le plan local, les présidents des clubs ne sont pas, on va dire, comme c'est pour épouser l'ère du temps, et ne seront-ils pas éperviables dans la mesure où c'est l'argent public qu'il s'agit? Je pense que la loi sur l'organisation, la promotion des activités sportives, des activités physiques et sportives au Cameroun est suffisamment claire sur la question qui indique que les fonds qui sont destinés à la pointe de salaire qu'on devrait verser aux joueurs sont des deniers publics. C'est tout à fait clair. Donc, il est tout à fait inexplicable et injustifiable que les joueurs de football qui sont des salariés au sein de ces clubs de football qui sont censés être des entités commerciales n'aient pas leur salaire. On comprendrait que ces présents ne versent pas les salaires tels que prévus par leurs entreprises. Mais de là à détourner également la subvention que l'État leur alloue, je pense, à mon sens, que l'infraction de détournement des deniers publics est d'ores et déjà consommée. Parce que nul ne peut expliquer que l'État sorte l'argent, c'est l'argent du contribuable, qu'on sorte des deniers publics, qu'on le mette à la disposition de ces présidents-là et qu'ils utilisent cet argent à d'autres fins, qu'ils affectent à d'autres fins, ils affectent, n'est-ce pas, aux charges du club. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit clairement de pouvoir virer cet argent dans les comptes bancaires des joueurs pour venir appuyer, n'est-ce pas, les salaires initiaux que tu as prévus, n'est-ce pas, dans ces entreprises-là. Donc, je dis, il faudrait bien que ces présidents de club sachent que, à ce jour, lorsqu'ils viendront, n'est-ce pas, ils viendront à rendre, n'est-ce pas, un compte d'emploi, lorsqu'ils viendront à se justifier, ils ne pourront pas expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu reverser cet argent-là aux joueurs. Donc, les perviers, comme j'aime à le dire, regardent tout le monde parce qu'un denier public, c'est un denier public. Il n'y a pas que les éperviables au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, il faut dire que dans le mouvement sportif national, il y a également des éperviables déjà confirmés. Un mot sur cette question pour sortir de cette situation malheureuse, malencontreuse des joueurs dans laquelle les joueurs se trouvent. Est-ce qu'on peut penser par exemple que le SINAFOC, le syndicat qui s'occupe de cette affaire, durcisse le ton dans cette affaire pour qu'on puisse finalement sortir définitivement de ce problème? Non, le syndicat n'a pas à durcir. Moi, je crois qu'il s'agit des clubs dits professionnels, donc qui doivent fonctionner tels que les normes le prévoient. Mais malheureusement, il faut le relever, peut-être pour le déplorer, que depuis l'instauration de ce professionnalisme en 2011, malheureusement, les clubs, les moyens n'ont pas suivi. Et le gouvernement de la République, qui devait accompagner ce processus pour 2 ans, parce que la Ligue devrait également être épanouie, malheureusement, ce n'est pas le cas. On a continué à financer, mais ça n'arrive pas aux destinataires. Donc, sur le plan des principes, tels que Maître les a évoqués, et même ceux qui ont pris la parole sur la question, c'est clair que
les fonds que l'État met à la disposition pour payer les salaires doivent être destinés au paiement des salaires. Vous ne pouvez pas faire une autre dépense avec ces fonds-là. Donc, si le gouvernement de la République décide d'envoyer le contrôle supérieur de l'État, malheureusement, ça risque d'être difficile et dramatique. Mais mon souhait, c'est que il faudrait également savoir que les présidents des clubs, les clubs prennent en charge ces joueurs-là dans plusieurs de leurs dépenses, qui est une entente, une échéance pour que ceux qui ont des arriérés de salaire à reverser puissent, dans un échéancier arrêté d'accord parti, puissent éponger ces arriérés-là. Donc, si c'est effectivement justifié, c'est des joueurs de ces clubs-là, ils ont effectivement des arriérés, qu'on trouve un échéancier pour éponger. Parce qu'il faut dire également que même pour le fonctionnement de ces clubs-là, ces clubs traversent beaucoup de difficultés aussi. Mais le salaire est un élément fondamental qui doit toujours être payé à un employé. Parce que c'est la contrepartie du travail qu'il fait. Les primes, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre les primes, les gratifications et le salaire. Le salaire est obligatoire. Sinon, il s'agit de l'esclavage. Et comme le Cameroun ne peut pas admettre l'esclavage, si le salaire, là, vous vous êtes entendu, c'est 10 000, ça vous regarde. Mais dans ce que l'État versait, l'État a pris 50 000 pour la Ligue 2, 100 000 francs pour les joueurs de la Ligue 1. Maintenant, il y a aussi, je crois, 23 personnes ou 25 qui doivent être prises en charge parce qu'il y a également les encadreurs techniques qui ont aussi droit à ce versement de salaire par l'État. Et ce n'est même pas, en principe, ça que l'État c'est un appoint. Donc, il y a des clubs qui peuvent donner même 400 000 à un joueur s'ils sont capables. Mais ça, c'est le minimum que l'État veut. On parle d'une autre actualité. Cette semaine, la Fédération camerounaise de football a finalement trouvé le remplaçant de Jean Manga Ongene du côté de la DTN, la Direction Technique Nationale. Il s'agit de M. Noah Jean Serge, ancien joueur du Canon de Yaoundé. On ne connaît pas beaucoup de choses de lui, un palmarès pas glorieux comme celui de ses prédécesseurs. Et du coup, les voix s'élèvent dans les chaumières pour parler du réseautage suite à la nomination de Sieur Noah Jean-Serge. C'est votre avis et également, Pinon Ongba? Bon, écoutez, moi j'ai mes avis à moi, donc je ne partage pas les avis des gens, je donne mes avis que je peux assumer. Ce monsieur, j'ai appris sa nomination, je crois, hier. Et après avoir appris ça, j'ai aussi reçu beaucoup d'informations sur qui il est. C'est vrai que je me rappelais vaguement quand même de ce nom. Mais c'est quand même un ancien joueur du Canon. Oui, c'est pour ça que je dis que vaguement. Il n'était pas un joueur particulièrement... Donc c'est peut-être pas le genre de joueur dont on se souvient à la première occasion. Mais quand j'ai suivi ça, je me suis quand même dit, je connais ce nom. Donc c'était bien lui. Écoutez, il y a beaucoup de problèmes qui se posent par rapport à sa nomination, en lien avec sa nomination. Le premier problème qui se pose, c'est celui de son nom. Son nom. Noah, vous avez lu Joseph Charles, vous avez dit quoi? Jean-Charles, Jean-Serge. Et ailleurs, apparemment sur son CV, il s'appellerait plutôt Joseph Serge. Premier problème. Donc, celui qui l'a nommé, est-ce qu'il a inventé une autre personne? Est-ce que c'est la personne qui est sur le CV qu'on a nommé? C'est des petits détails, mais qui indiquent à peu près comment il a été réputé. Donc, il y a premier problème. Deuxième problème, c'est que j'ai appris, et c'est vrai que ce n'est même pas aujourd'hui que j'ai appris ça, je sais il a été entraîneur du Canon de Yaoundé pendant une petite période. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans. Il était là. L'équipe qui a fait descendre Canon, il était entraîneur dans cette équipe-là. Ah, c'est ça sa référence? Non, je vous dis à peu près. L'équipe qui a fait descendre. Bon, c'est pas lui qui a fait descendre. C'est que le Canon est descendu. Alors il a fait un petit passage pendant cette période. Il n'était pas à la fin, mais il était au début. Et il a eu des problèmes. Il est reparti. Pourquoi? D'après mes informations, qui ne sont pas d'aujourd'hui. Hein, donc on a juste réactivé. Mais ce monsieur, on le connaît, non? Et il se trouve que ce monsieur a eu des problèmes à la direction technique nationale.
des problèmes de diplôme, des problèmes d'équivalence des diplômes. La direction technique nationale a estimé que le diplôme qu'il avait ne lui permettait pas de s'asseoir sur le banc de touche d'un club de Ligue 1 il y a 2 ou 3 ans. Voilà donc un monsieur dont le diplôme était douteux il y a 2 ou 3 ans. Et il est reparti, hein, je vous dis, il n'a pas conduit l'équipe jusqu'à la fin. Voilà donc un monsieur dont le diplôme était douteux il y a 2 ou 3 ans, qui devient directement directeur technique. Le patron de celui qui avait contesté son diplôme, parce que c'est Sonken à l'époque qui s'occupait de supposons, je crois que les Sonken n'avaient pas de problème avec lui. C'est juste que ses diplômes posaient un problème. C'était à lui d'apporter la preuve que ses diplômes sont... Mais en tout cas, c'est une image que je vous montre. Que voilà donc un type qui a été chassé du Cameroun parce que ses diplômes n'étaient pas cohérents il y a 2 ans et qui devient le patron de la direction technique nationale. Quand on dit tout ça, vraiment, on peut avoir l'impression qu'on a quelque chose contre ce monsieur. Mais je crois qu'il y a beaucoup de raisons d'avoir des choses contre lui. Comment il fait, ce gars, pour avoir entraîné les U17 de Créteil? J'ai lu son CV là, vraiment bizarre, un CV compliqué. Il a entraîné les U17 de Créteil. Il aurait aussi même entraîné aussi Créteil en CFA. Et puis, en National 2. En National 2. Il aurait aussi entraîné quelqu'un d'autre là, Clichy, quelque chose comme ça. Et ça suffit. Donc, ce que ça me pose comme problème à moi, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'il suffit de passer de l'autre côté de la mer pour devenir subitement le plus compétent? Sans remettre en question la compétence de ceux qui sont compétents là-bas. Et l'image que je montre, c'est l'image, par exemple, du sport camerounais, pour nous limiter seulement à cela, et principalement du football. Vous allez observer qu'un gars joue dans Faubourg de Baham qui ne paye pas les salaires là, puisque c'est eux qui n'ont pas payé cette semaine. Dès qu'il traverse, il va en France, dans n'importe quel club, au hasard, le gars revient à l'équipe. La semaine qui suit, il revient à l'équipe nationale. Et l'entraîneur vous disait la semaine dernière qu'il n'y a aucun joueur en championnat. Celui qui revient, s'il a d'abord joué où? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il suffit? Est-ce qu'il faut que nous tous on s'expatrie pour que les gens nous considèrent? C'est ça la vraie question de cette affaire. Il y a des gens qui disent qu'il est jeune, il y en a qui sont aussi jeunes et qui ont de la compétence. Moi, je me demande comment ce gars va s'en sortir dans un environnement où il y a quand même les gars comme les Omar Marius, les Ndoumbe Bosso. Bon, pour Jean-Paul Akono, Jean Manga. Jean-Pierre Bonaventure. Pour Jean-Paul Akono, Jean Manga, on les a débarqués comme on les a débarqués. Je sais qu'on va leur payer ce qu'on doit leur payer. Parce qu'il faut savoir, chaque fois que vous licenciez abusivement quelqu'un, vous allez payer. Donc je crois que la FECAFOOT a suffisamment d'argent pour les payer. Donc moi je ne les défends plus. Il faut seulement qu'on les paye. C'est quand on ne va pas les payer qu'il y aura un autre problème. Maintenant, il y a quand même les Jean-Pierre Bonaventure. Mais tous ces gars-là qui vont au sud, à l'est, à l'ouest et tout ça, qui entraînent les équipes nationales et tout. Voilà, ils vont atterrir où la fin de leur carrière, c'est où? S'ils ne peuvent pas, des gens comme ça, comment eux ils vont faire? Quelles sont leurs perspectives? S'il suffit que quelqu'un traverse le pays pour revenir dans c'est ça, c'est tout ça qui fait problème. Maintenant, on va se demander qui il est. Il a été un joueur moyen dans Canon. Vraiment, j'aurais du mal à... Il n'y a personne de Canon qui peut venir me dire le contraire. Puisqu'il a joué avec Fouet, tout le monde se rappelle de Fouet, même comme il est dans mon non? Mais il a joué avec Fouet. Ils sont de la même génération. Donc s'il était un joueur brillant, les gens se souviendraient bien de lui. Bon, il y a peut-être quelques fans vraiment de Canon qui ne peuvent pas oublier, mais il n'était pas un joueur très brillant. Maintenant, en plus de ça, il n'a pas eu de grande carrière, il n'a pas entraîné, les affaires de Clichy, les machines, tout ça, c'est pas ça qui est suffisant pour être directeur technique au niveau national. Donc, je crois que à la fédération, je vais chuter sur la question. Le directeur technique national, ceux qui sont partis, je crois que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'au niveau de la fédération, il y avait beaucoup d'imposteurs qui ne savaient pas ce qu'il y a à faire du football. Les gens qui ne comprennent pas que c'est la direction technique nationale qui doit donner l'impulsion de tout ce qui va aboutir aux Lions indomptables. Donc les gens qui s'accrochent aux Lions indomptables sans savoir que ça se prépare plus bas. Donc moi j'espère que comme nous est venu par les réseaux, comme tu le dis, je crois qu'il est quand même venu par les réseaux, parce que sinon je ne sais pas comment il serait arrivé là. Que les réseaux là vont lui permettre de travailler, parce que c'est ça le plus important. Il ne suffit pas qu'on vous nomme, il faut encore qu'on vous donne les moyens de faire le travail. J'ai suivi ce qu'il dit qu'il va faire. Ce qu'il dit qu'il va faire là, c'est ce que les autres faisaient déjà. Mais il n'avait pas les moyens pour bien le faire. Donc j'espère que lui, comme il est venu dans le réseau, on va lui trouver les moyens pour qu'il fasse bien son travail. D'accord, on espère. Hein, on souhaite bon vent à Noir et puis on pourra juger le maçon au pied du mur. On termine toujours sur une question d'entraîneur.
cet après-midi du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'était des adjoints de Kluwer, de Sidoff, qui paraphaient leur contrat, c'est-à-dire Joël Epalais, Jean-Alain Boumson et autres, ils paraphaient leur contrat. Au même moment, de l'autre côté, dans des sélections intermédiaires, espoirs, cadettes et juniors, c'est la dèche totale. On prend le cas de Rigobert Sombana qui n'a pas de contrat, de Libi Thomas sans contrat. Ça fait du poids de mesure. Oui, ça fait du 2 poids 2 mesures. Et c'est vrai que ça devient un peu une habitude dont seuls nos dirigeants connaissent le secret et l'importance. Vous savez, même ceux qui étaient là, ce que Pinot appelait les imposteurs à raison, avaient quand même décidé de revaloriser, de valoriser l'expertise locale. Monsieur Tombi, me souviens, avait déclaré que le comité exécutif de la FECAFOOT allait doter chaque entraîneur national d'un contrat. Il avait dit en début de mandature. Il a fait 2 ans, rien ne s'est passé. Monsieur Seydou Momonjea et son équipe apparemment sont sur la même lignée. C'est vrai que ce n'est pas eux qui ont recruté ces entraîneurs, mais on est quand même surpris que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je rappelle quand même qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Vous savez, le décret du 26 septembre 2014 n'a fait que réorganiser les choses et délimiter le champ d'action de chacun. Mais toujours est-il que celui qui délie les cordons de la bourse ensuite cette affaire, c'est l'État. C'est l'État qui paye. Donc, lorsque M. Boumson, qui déjà a un emploi fixe et stable, il est consultant d'une célèbre chaîne cryptée de l'autre côté, vous avez donc un entraîneur adjoint numéro, je crois 2, ou je ne sais même plus trop qui est le numéro 1, le numéro 2. Je crois qu'il est le numéro 2, qui a quand même un contrat lucratif comme consultant et qui arrive au Cameroun de manière ponctuelle, c'est vrai, c'est son pays d'origine, mais de manière ponctuelle pour travailler. Et là, on va dire 10 mois sur 12, si on cumule les jours en sélection, il est presque 11 mois sur 12, il est toujours de l'autre côté. Il a un contrat, monsieur Joël Epalais, qui lui également n'a pas véritablement le background nécessaire, si l'on s'en tient à son pédigré pour s'asseoir sur ce banc de touche, a un contrat, j'imagine les autres aussi. Vous avez vu, on était ensemble au séance d'entraînement de cette équipe la semaine dernière, qui a au moins 20 personnes dans ce staff, pour la plupart des expatriés. C'est presque le 3/4 de ce staff. Il y a même des gens qui sont là, dont on ne connaît pas la provenance et comment ils ont fait pour être là. Maintenant, le véritable problème, c'est celui-là. On reproche aux entraîneurs locaux, c'est Abdoulaye qui est monsieur l'expression de piocher dans les poches des joueurs, de se servir. Mais vous voulez que ça se passe comment si ces entraîneurs vivent dans la précarité? Vous avez évoqué 2 sélections qui sont en regroupement, les U17 qui préparent la CAN en Tanzanie et les U23 de Rigobert qui sont à une marche de la CAN U23 en Égypte. On va affronter la Tunisie au mois de juin. On peut également ajouter les dames. Je ne suis pas sûr que monsieur Alain Djemfa, que je connais très bien, a un salaire, un contrat, je ne suis pas sûr. Mais pourtant, il va à la Coupe du Monde. Il va en Coupe du Monde et il va en Chine dans quelques semaines pour un tournoi préparatif. Donc, il faut que les gens soient réglo dans cette affaire. On ne peut pas continuer comme ça de pressurer comme ça sur les entraîneurs locaux. Vous avez parlé de c'est exactement ça. Vous voulez qu'ils fassent quoi? On se refuse jamais derrière le fait qu'ils soient soit des PEPS, professeurs d'éducation physique et sportive, dont des fonctionnaires n'ont plus droit à ça. Non. Un entraîneur doit vivre de son salaire. Vous savez qu'on peut aller chercher ailleurs, monsieur Gérard Rouillet, puisque vous parliez de Détienne, qui a été longtemps Détienne en France, il était professeur d'anglais. Il a laissé cette affaire pour se spécialiser en entraînement. José Mourinho, il n'était que traducteur de Johan Cruyff au Football Club de Barcelone. D'abord avec Bobby Robson et ensuite avec Johan Cruyff. Donc, un entraîneur, ça vit de son salaire. Lorsque des entraîneurs sont laissés comme ça, et après, vous savez, au Cameroun, ça va très vite. Il suffit d'un mauvais match. Et patatras. Donc, je crois que le ministère des Sports, qui est de plus en plus très proche, je dirais même trop proche de tout ce qui se passe à la FECAFOOT, j'espère qu'il prendra ce problème à bras le corps. C'est bien beau de recevoir Samuel Eto'o, c'est beau de recevoir Seydou Chouat 2 fois en l'espace de 5 jours. C'est bien de recevoir M. Kalkaba et tous ses amis, mais c'est également bien de valoriser les entraîneurs en sélection. Il faut qu'on donne de la pointe à ces gens. Quand vous avez des entraîneurs qui ont des sélections et qui n'ont pas de salaire,
ce qui arrive forcément va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Conséquence, on a des joueurs qui parfois se plaignent sous cap, mais qui ne peuvent pas la ramener plus haut. Pourquoi? Parce que les entraîneurs sont derrière eux. Les parents également parfois ne sont pas en reste parce qu'il faut que leur jeton soit vu. Donc, c'est bien de valoriser les contrats. Je rappelle quand même que Sidoff et Kluivert nous coûtent déjà au bas mot 100 millions à eux deux par mois et qu'ils ont pris 6 mois d'avance. Je ne sais pas combien on va payer à Joël Palais et à Jean-Alain Moumson et aux autres. Je ne sais pas si Aliou Mbouka, qui est l'entraîneur des gardiens de but, lui également était au ministère des Sports pour paraphrer son contrat, puisqu'il est également entraîneur des gardiens de but. Je rappelle qu'il est quand même double champion d'Afrique. Donc, il faut qu'on commence à respecter l'expertise locale. Puis non, tout à l'heure, il l'évoquait, à force de le faire, vous voulez que ces entraîneurs aient entraîné aussi ici, déjà, on n'arrive pas à les respecter. Donc, je vais sortir en disant, en exhortant le ministère des Sports, qui est devenu très complice avec la FECAFOOT, vraiment de prendre à bras le corps ce problème et de doter. Et on sait qu'il y a un mouvement en gestation avec la nomination des entraîneurs au sein des différentes sélections. Il faut donc que le mouvement suive, qu'on donne de l'importance à ces entraîneurs. Même si c'est 300 500 000 au mois, c'est pas rien. Vous regardez la liste. On leur donne 500 000 non, on leur donne chacun 10 millions Non, c'est juste un minimum. Non, pourquoi c'est eux qui doivent avoir le minimum? Non, parce que j'estime que... Non, c'est juste un exemple. Oui, je comprends. Pour dire que s'il n'arrive pas à donner le minimum, vous savez, Jean-Paul Lacono, il nous raconte souvent son histoire. On lui a demandé de faire des propositions, il a proposé 15 millions discutables. On allait dire en haut lieu qu'il était gourmand. Pourtant, celui qui est venu après lui touchait quasiment 3 fois plus. Donc, je crois qu'il faut donner de la valeur aux entraîneurs locaux. À expertise égale, à niveau égal, je vous rappelle quand même qu'il y a des entraîneurs qui ont été majeurs de leur promotion dans des écoles autres qu'au Cameroun. Si je vous prends là une référence comme Jules Nyonga, premier à Leipzig, devant tous ces blancs-là. Donc, je crois que le Cameroun a de la valeur. Il faut d'abord valoriser nos propres... Voilà, merci Thierry Ndo. Il n'y a pas de mal et surtout, il n'y a aucune crainte que le ministre des Sports soit très ami à la Fédération camerounaise de football. On en parlera tout à l'heure. On va marquer juste une courte pause pour retrouver derrière les deux thématiques consacrées à cette soirée. On parle du match contre les Comores, match gagné sur le terrain par les Lions indomptables 3-0. Finalement, les Comoriens ne lâchent pas prise. Ils ont resté en justice du côté du tribunal arbitral du sport. La requête qui, par le passé, ne devrait pas prospérer pour manque d'intérêt des Comoriens, eh bien, une requête a été finalement introduite. On va essayer de voir d'abord, dans un premier temps, le match. On refait le match peut-être très rapidement en 5-10 minutes avec votre permission. Les Lions ont certes gagné. Coris, on commence par vous. Est-ce que les Lions ont convaincu? Eh bien, il faut dire dans un premier temps qu'on jouait contre une équipe classée 148e au classement FIFA. Et je le rappelais ici la semaine passée que c'est parce que nous sommes tombés tellement bas que lorsqu'on joue contre une équipe comme ça, on se met à faire, n'est-ce pas, à faire des calculs. Maintenant, s'il faut entrer dans le match, ben voilà, on a gagné 3-0. Ça veut dire qu'on a marqué plus de buts, n'est-ce pas, que sur les 5 derniers matchs discutés par le Cameroun sur les Clarence Seedorf. Deuxième chose, c'est que les Comoriens nous ont dominés pendant les 25 premières minutes. Ça veut dire, j'ai eu comme l'impression, n'est-ce pas, comme le coach le disait d'ailleurs, qu'à l'entame du jeu, n'est-ce pas, les Camerounais ont attendu. Mais voilà, les Comoriens nous ont dominés et nous avons eu cette occasion de but à la 32e minute. Nous l'avons mis au fond. Et vous savez que dans ce match, il fallait absolument une victoire comorienne pour passer. Bon, si on restait sur le plan, n'est-ce pas, purement sportif, les Comores devaient absolument gagner ce match. Donc, dès lors qu'ils ont encaissé, n'est-ce pas, un but, ils étaient obligés, n'est-ce pas, de monter. Et forcément, lorsque vous montez, vous laissez des espaces derrière vous. Et voilà, on a exploité ces espaces-là à la deuxième mi-temps. Maintenant, la troisième remarque qu'il faut faire, c'est que
il n'y avait pas une communication réelle, n'est-ce pas, entre nos trois attaquants. Vous allez voir que le seul but qui est venu, n'est-ce pas, d'une communication directe entre deux attaquants, c'est le premier but, où sur une passe de Bassogor, Choupo-Moting a marqué. Ensuite, les autres buts sont venus du milieu de terrain. Donc, jusqu'ici, pour moi, cette équipe ne me convainc pas vraiment, parce que c'est pas sur un match comme celui-ci, c'est pas sur un match comme celui-ci qu'on doit juger, n'est-ce pas, la valeur réelle d'une équipe comme celle du Cameroun. Alors, Pinon, vous persistez, vous signez, le Cameroun ne joue pas bien. Non, là, faut pas, je ne peux pas être malhonnête non plus. Je dois vous avouer que si c'est le jeu, pour l'autre jour, là, c'était quand même un peu, c'était acceptable. En fait, vous savez, je suis très dur avec les Lions Indomptables parce que je crois que quand vous êtes les Lions Indomptables, vous devez vous faire respecter. Donc, les Lions Indomptables, ce n'est pas une équipe qui tremble quand on dit qu'il y a les Comores qui viennent jouer. Vraiment. C'est-à-dire qu'on peut avoir les promoteurs et partout, il y aura les problèmes. Mais sur le terrain, ça ne doit pas être le sujet de débat. Au point quand on réussit à battre les Comores 3-0 maintenant, c'est devenu une fête nationale. Les gens font les discours, ils versent le succès. Non. Le Cameroun, quand c'est les Comores même doivent savoir que ce n'est pas bon. Quand c'est il y a des équipes, même ils savent, ce n'est pas. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne minimise pas une équipe, machin, mais quand même, quand c'est le Cameroun, il y a des gens, quand on joue la Côte d'Ivoire, on sait que ça va pas, c'est pas facile. Quand c'est le Nigeria, on sait que c'est pas facile. L'Égypte, c'est pas facile. Mais quand c'est quand même les Comores, il faut quand même que chacun ait son domaine dans lequel il peut s'épanouir. Et c'est ça la différence entre les autres grandes équipes africaines et l'équipe du Cameroun. C'est-à-dire que l'équipe du Cameroun se fait neutraliser par n'importe qui. Alors que les autres, si vous entendez qu'ils ont fait nul, c'est quand même face à un adversaire qui a... Non, on dit que les gens progressent. C'est parce que c'est les petits arguments comme ça qu'on a ici. Donc pendant que les autres progressent, vous faites comment? Vous êtes rien ou bien vous régressez? Pendant que les autres progressent, vous aussi vous devez progresser. Donc moi je suis fier de cette équipe-là parce qu'elle a montré qu'elle peut se faire respecter. C'est ça qu'on leur demandait. Si elle vient ici dire que je ne suis pas content ou que le match n'était pas... Non, moi, je crois que ce ne serait pas honnête de ma part. Ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire depuis. Je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on soit encore dur avec eux aujourd'hui. On sera encore dur demain quand ils vont recommencer. Mais pour aujourd'hui, moi, je baisse la garde et je leur tire un coup de chapeau. Et à eux et à leur entraîneur. Je crois que chacun d'entre eux a saisi les enjeux du match à son niveau. Maintenant, c'est les administratifs qui, de mon point de vue, n'ont pas compris les enjeux du match. Alors, Abdoulaye Ado, quels Lions indomptables à la prochaine Coupe d'Afrique Nations? Est-ce que c'est une équipe qui va monter en puissance? Y a-t-il 2 ou 3 choses à faire pour que nous sommes quand même détenteurs du trophée? Et y a-t-il des choses à faire pour pouvoir garder le trophée? Sûrement, mais je veux être humble parce qu'il s'agit du domaine technico-tactique. Je ne peux pas avoir des arguments vraiment comme les spécialistes de ce domaine-là. Mais quoi qu'il en soit, la sélection nationale n'est pas fermée. Ça veut dire que les joueurs camerounais qui, d'ici la CAN, peuvent être capables d'apporter un plus à cette équipe-là, peuvent être intégrés. Donc ça, je crois qu'il y a peut-être des compartiments où il y a une grande satisfaction, mais on dit que les grandes équipes doivent également avoir un très bon banc de touche. Donc, en principe, il faudrait avoir des doublures, ne serait-ce qu'à certains postes, pour qu'on puisse véritablement, parce que le tournoi étant long, il peut avoir des blessures, des indisponibilités. Donc, il nous faut avoir des doublures pour certains postes véritablement. Donc ça, c'est d'un. De deux également, il faut dire que quand je vois, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont marqué, mais je pense aussi quand même qu'il y a ceux qui étaient suspendus pour double carton, qui ont leur place. Il y a peut-être ceux qui étaient blessés. Je me dis quelqu'un comme Aboubacar Vincent. Comme il a repris les entraînements, je me dis qu'il a encore sa place dans cette équipe-là. Toko Ekambi a sa place dans cette équipe-là. Il y a un certain nombre de Siani. Vraiment, il y a d'autres joueurs. Et pourquoi pas ceux qui, par exemple, ont été approchés, n'ont pas déféré? Si on peut encore les rapprocher, quand on sait qu'ils sont capables d'apporter quelque chose, moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème. Donc, les Matip, les Nkoulou, bref, tous ceux qui, on voit tous les week-ends en Europe,
en train de démontrer véritablement qu'ils ont leur place dans cette sélection-là, qu'on essaye de les rappeler pour constituer la meilleure équipe possible. Aucune équipe n'est invincible, ça c'est sûr, mais il faut mettre les chances de notre côté. Je crois que si on le fait, ça sera une bonne chose. Le danger pour nous, c'est que nous sommes détenteurs du trophée. Est-ce qu'il faudrait aller en Égypte, mouiller ou contre-performer? Moi, je ne pense pas. Donc, notre objectif, c'est de conserver le trophée. Et pour conserver le trophée, il nous faut avoir la meilleure équipe possible. Alors, c'est possible d'avoir, pour reprendre les propos d'Abdoulaye Ado, la meilleure équipe possible, dans la mesure où on sait que dans cette sélection, les mentalités ont la peau dure. On parle de comptoir installé, on parle des joueurs qui ne méritent pas d'être sélectionnés. Et les réseaux. Est-ce que on peut voir, par exemple, une fois qualifiée, l'équipe s'ouvrir à d'autres joueurs susceptibles d'apporter un plus à cette équipe? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même dire un mot sur le match pour dire, hein, on ne peut pas cracher sur cette soupe. De mon point de vue, c'est depuis 8 mois que Seedorf est là, c'est la prestation la plus aboutie de son équipe. On a quand même vu une équipe du Cameroun élaborer son jeu, respecter les consignes et faire bloc face à une équipe comorienne avec quand même la pluie qui s'est ajoutée au match, une équipe concentrée, même si lors des 20 premières minutes, le Cameroun a failli prendre quand même 2 buts. Et il faut également avouer qu'il y a un oubli de l'arbitre sur une action comorienne qui aurait dû être sifflée. C'était vraiment un pénalty flagrant, mais il faut dire qu'au niveau de l'élaboration du jeu, c'était acceptable, même si c'était le Comore en face. Il va falloir travailler au niveau des compartiments, surtout sur nos côtés. Nos côtés au niveau en phase défensive, parce que parfois, nos latéraux ont été pris de court et il va falloir, parce que vous voyez, on affronte quand même une équipe comme le Comore, il y a presque 80 places d'écart, on arrive quand même à aligner 3 milieux défensifs pour un match à la maison. Qu'en sera-t-il face au cadre? Je rappelle qu'en Égypte, tous les cadres sont là. Hein. Si on exclut peut-être quelques habitués sporadiques comme ça, qui ne seront pas comme le Togo, le Gabon et la Zambie, les autres sont là. Donc, maintenant, parlant de la plus-value qu'il faut attendre par rapport à cette équipe, oui, le phénomène est là, Bouba, il ne change pas. Lorsque vous voyez un peu la constitution de la composition de cette équipe, depuis 8 mois que Seedorf est là, on va dire que peut-être c'est la méthode qui a changé parce que les acteurs ont également changé dans cet environnement précis. Mais on s'est bien rendu compte que les pratiques restaient les mêmes au niveau du choix des joueurs. Ce ne sont pas forcément les meilleurs de l'heure qui sont convoqués, peut-être ceux qui répondent présents. Parce que je peux vous citer toute une équipe bis de l'équipe du Cameroun qui n'était pas là. Vraiment, quand vous enlevez peut-être un joueur comme Andro Nana, qui est vraiment, on va dire, inconditionnel, parce que je ne peux pas dire indispensable, parce que nul ne l'est, mais il est un inconditionnel. Les stats parlent pour lui en club. Michael Ngandenganju également peut sortir du lot parce qu'il est régulier dans son club, il joue les matchs. Il y a des intermittents du spectacle au niveau du jeu, pas au niveau de la qualité, parce que la qualité peut s'améliorer. On a un réservoir qui n'est pas là parce qu'il y a des joueurs qui ont mal-être. Vous avez évoqué le cas Joël Matip. Il est redevenu titulaire à Liverpool depuis plus d'un mois. Il a relégué au banc de touche un vice-champion du monde quand même, Lovren, qui est remplaçant désormais à Liverpool. Et Joël Matip est titulaire. On peut multiplier les exemples comme ça. Donc, de mon point de vue, il va falloir que les entraîneurs... Clarence Seedorf, lui également, sa communication étonne et détonne parfois. Vous savez, il balance une liste, il vient expliquer ses choix à 5 jours du match, alors qu'il aurait dû expliquer sa liste le jour où il l'a déposé. On aurait compris. Un coup, il veut dire qu'il ne peut pas appeler des joueurs qui sont exotiques, il dit qu'il s'est trompé. Et vous voyez que celui qui inscrit le deuxième but fait partie des meilleurs joueurs de ce match, Christian Bassogok, qui joue quand même très loin en Chine. Ça veut dire que le Cameroun a du potentiel. Et lorsqu'il vous dit qu'il y a des joueurs sur le plan local qui ne sont pas là, comme Pinon là, donc je crois qu'il va falloir faire confiance à ceux qui méritent. On ne peut pas quand même être dans une sélection comme celle du Cameroun et voir un joueur comme Georges Mandje qui est le plus utilisé par Seedorf, alors qu'il n'est pas le plus rayonnant. Donc, alors, maître Eric Bissot, doit-on craindre pour la joie des Camerounais qui peut être considérée comme une courte joie dans la mesure où, quelques jours après cette rencontre, eh bien, les Comores ont contre-attaqué à travers le TAS. Est-ce que la procédure
des Comoriens peut prospérer au niveau du TAS? Si oui, ont-ils intérêt? Parce que quand on regarde dans le classement, on se rend compte qu'ils occupent la 4e position. Écoutez, Bouba, je pense que pour l'heure, notre satisfaction est assez mitigée. Parce que ce qu'il faut s'avouer, c'est que les Comores ne font pas une procédure judiciaire, n'est-ce pas, pour rire ou bien pour rigoler. Je pense qu'ils ont bon espoir que leur action pourra prospérer. Lorsque je l'ai dit, vous comprendrez que je ne suis pas de ceux qui préjugent, n'est-ce pas, sur l'issue des procédures judiciaires. Je pense que le moment venu, l'arbitre qui sera en charge de statuer dans ce dossier-là va le faire sur la base des éléments qu'il aura en sa possession. Pour l'heure, le Cameroun n'est pas encore parti à ce procès. Je pense qu'il opposera, n'est-ce pas, la fédération comorienne à la CAF. Peut-être pour le Cameroun, on aura beau jeu, n'est-ce pas, d'interférer en faisant peut-être une intervention volontaire. Mais pour l'heure, ça ne concerne pas encore le Cameroun, même comme les conséquences pourront, n'est-ce pas, impacter sur notre qualification. Nous le savions déjà quand même, parce que les Comores l'avaient annoncé, qui indiquait que la CAF n'avait pas fait une saine et stricte application, n'est-ce pas, du règlement, et qui invoque, n'est-ce pas, au moyen les dispositions de l'article 92 du règlement de la CAF, qui voudrait que lorsqu'on vous retire, n'est-ce pas, l'organisation de la CAN, il faudrait également qu'on puisse vous appliquer la sanction pécuniaire, n'est-ce pas, qui est l'amende de 1 million de dollars. Il faudrait également qu'on puisse vous disqualifier pour 2 compétitions successives. Cela ne l'a pas été. Il faudra aller maintenant se poser des questions. Pourquoi cela ne l'a pas été? Lorsqu'on voit le cheminement de la CAF, parce qu'il faut dire, nous ne sommes pas dans le cœur de la CAF. Là, on voit très bien que Ahmad ne porte pas le Cameroun à cœur. Celui-là même qui a fait des déclarations assez scabreuses et tapageuses, n'est-ce pas, à l'aube de son mandat, qui disait que le Cameroun ne peut pas organiser cette compétition, même s'il fallait jouer à quatre nations. Alors, on ne peut pas croire aujourd'hui que c'est même Ahmad qui conduit le bateau CAF et celui-là qui voudrait un peu préserver le Cameroun contre les sanctions idoines, telles que prévues par le règlement de son entité. Il faut aller se poser cette question-là pour voir que pourquoi est-ce que la CAF s'en tient seulement au retrait? Pourquoi est-ce que la CAF ferme les yeux sur la sanction pécuniaire? Pourquoi est-ce que la CAF fait une proposition au Cameroun en voulant lui proposer, n'est-ce pas, l'organisation de la CAN 2021? C'est autant de questions auxquelles je pense que dans leur mémoire en défense, ils pourront faire valoir au niveau, n'est-ce pas, du TAS. Mais pour l'heure, je pense que, pour ma part, l'avenant qui est intervenu, n'est-ce pas, avec le changement du format de la compétition, est fait pour impacter également sur, n'est-ce pas, le cadre d'exécution de la convention initiale. On ne peut pas venir changer les règles du jeu en cours d'exécution d'un premier contrat principal et qu'on vous dise que malgré n'est-ce pas, la survenance du contrat secondaire, que ça ne pourrait pas impacter, n'est-ce pas, dans l'exécution du contrat initial. Je pense qu'il y a tous ces éléments qui sont pris en compte au point où je me dis qu'aujourd'hui, le cas Cameroun ne cadre plus avec les hypothèses prévues par le règlement de la CAF. Alors, Abdoulaye Ado, sur le plan juridique, la CAF peut-elle jouer un rôle prépondérant dans cette affaire pour sortir le soldat Cameroun de la tourmente? Bon, une fois que le TAS est saisi, la CAF est elle-même partie et c'est elle qui est traînée au niveau des arbitres du TAS. Donc, en principe, les parties sont égales à ce niveau-là. Maintenant, sauf à faire le mauvais cœur, vous avez parlé d'intérêt. Les Comores n'ont pas intérêt, du moins l'intérêt à agir. Si leur action vient à prospérer, c'est plutôt le Malawi qui pourra bénéficier du retrait du Cameroun. Du retrait du Cameroun. Parce que, sauf si, par rapport aux informations que j'ai, ils ne sont pas troisième, là, à ce moment-là, il y a quand même intérêt. Maintenant, vous savez, pour agir, il faut avoir qualité et intérêt. Pour ceux qui ont de la qualité, les Comores ont qualité, ils ont participé à cette compétition-là. Donc, et ils sont même dans la poule du Cameroun. Maintenant, c'est l'intérêt à agir qu'on peut discuter. Moi, je dis que, vraiment, je dis ceci. Il faudrait savoir comment faire. Le football, là, c'est des gros intérêts. Le football, c'est une grosse diplomatie. Pour faire glisser les CAN du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ce n'est pas la justice qui agit.
c'est la diplomatie qui a entamé un certain nombre de choses qu'on pourra formaliser dans des instances appropriées de la CAF. Donc, qu'au niveau de notre pays, qu'on n'ait pas honte d'utiliser la diplomatie. Les Comores, c'est des pays frères, c'est un pays frère. Ils peuvent également comprendre, même s'ils veulent à tout prix participer à une compétition, avec l'action diplomatique, certaines choses peuvent se régler. Mais je dis qu'on croyait qu'ils n'allaient pas payer la consignation. Ils ont payé cela. Ça veut dire qu'ils sont sérieux dans leur procédure. C'est à nous donc d'anticiper, d'utiliser les voies diplomatiques pour régler cette question-là. Et je sais que la diplomatie, si nos autorités s'impliquent, si nos diplomates s'impliquent, on peut régler cette question. On termine par vous sur cette question, Coris. Jusqu'où peut aller cette affaire? Eh bien, imaginez un instant que les Comores gagnent de cause au niveau du TAS. Si les Comores n'est-ce pas, gagnent de cause, n'est-ce pas, de ce côté-là, le Cameroun sera tout simplement disqualifié déjà de cette compétition en 2019 et évidemment de celle de 2021. Et c'est là où on parle de casse-tête. Parce que imaginez un instant si le Cameroun est disqualifié pour la Coupe d'Afrique 2021, est-ce que nous allons organiser une compétition et ne pas participer? Qu'est-ce que la CAF va faire à ce niveau-là? C'est pour ça qu'on vous dit depuis le départ que cette affaire de glisser les dates de cette CAN allait nous causer énormément de problèmes. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il faut comprendre que lors, n'est-ce pas, de la dernière réunion de la FIFA du côté de Miami, il a été convenu, par exemple, qu'à partir de 2021, la Coupe du Monde des clubs va se jouer au mois de juin. Alors, on se pose la question, pourquoi est-ce que Amad a tenu à ce que la Coupe d'Afrique se joue au mois de juin? En 2021, qu'allons-nous faire? Si Sadio Mané, et on vous dit, ça va se jouer avec 24 clubs. Ça veut dire qu'en Europe, on peut prendre 5-6 clubs. Imaginez un instant Sadio Mané qui est vainqueur, n'est-ce pas, de la Champions League, Mohamed Salah qui est dans un autre club, Joël Matip qui est dans un autre club. En ce moment-là, vont-ils aller jouer la Coupe du Monde des clubs ou ils vont venir jouer, n'est-ce pas, la CAN? Ça va devenir très compliqué. Donc. Merci. On va marquer, peut-être pas une pause pour glisser rapidement. Je sais que Pinon a beaucoup de choses à dire sur cette question qui reste d'ailleurs d'actualité. Et on pourra en parler encore parce que la plainte des Comores sera enrôlée et puis on pourra discuter de ça encore longuement. Mais je souhaite, avec votre permission, Pinon, c'est pas une censure, je vais vous donner la parole sur le sujet suivant qui concerne la CEFAC, l'association des clubs amateurs de football du Cameroun, avec la désormais affaire FECAFOOT. Le renvoi est prévu pour le 11 avril prochain. Alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Parce que hier, beaucoup attendaient déjà une décision, mais ont été surpris par la décision du renvoi. Bon, honnêtement, pour ceux qui sont habitués des cours et tribunaux, c'est quelque chose de normal, ça se fait. C'est-à-dire l'approbation d'un délibéré, ça se fait. Vous pouvez demander pourquoi ça se fait. On peut dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela puisse se faire. Les juges peuvent n'avoir pas eu assez de temps pour faire le travail. Parce qu'on sait que à la chambre de conciliation et d'arbitrage, c'est pas les fonctionnaires, c'est pas des gens qui travaillent là-bas. C'est des gens qui font d'autres choses dans la vie et qui ont été appelés du fait de leur expertise pour travailler. Donc, de ce point de vue, on peut comprendre que peut-être il n'a pas eu le temps de boucler l'affaire dans les premiers délais. Bon, maintenant, il reste toujours comme dans le cadre du manuel de procédure de la CCA, qui la donne 30 jours. 30 jours, voilà. Ils sont dans les délais. Voilà, donc il n'y a pas de souci à cela. Et comme on le dit souvent, quelle que soit la durée de l'année, le soleil apparaîtra. Donc ce qui doit se passer va se passer. Qu'est-ce qui devrait se passer? Ce n'est pas moi. Voilà, maintenant tu vas faire que je dise un truc. Et puis Maître Bissot me dit que je suis quelqu'un qui lit les décisions avant le temps. Non, écoutez, c'est une affaire qui est simple. C'est une affaire... honnêtement, on va d'abord laisser les juges faire le travail. Mais j'espère qu'ils vont faire le travail. Autant nous, on va les laisser faire le travail. Autant il me revient qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas qu'ils fassent le travail. Et que ce serait même la raison pour laquelle ils ont
renvoyer. Y a-t-il des interférences dans ce dossier? Il se dit qu'il y a des interférences. Et vous savez que quand moi je viens à la télé, j'ai déjà vérifié. Donc quand il dit il se dit, c'est parce qu'il ne veut pas citer quelqu'un. Il se dit qu'il y a quelques personnes là, parfois haut placées, qui jouent les grands là-bas, qui veulent intimider les juges. Mais moi je dis que c'est pas bien. Et quand on dit que ce n'est pas bien comme ça, les gens n'écoutent pas. Donc comme on parle à voix basse là maintenant, les gens n'écoutent pas. Quand ça va cuire, comme c'est en train de cuire avec les Comores là, ils vont donc écouter. Vous avez suivi ce qu'Abdoulaye Ado a dit tout à l'heure. Il dit qu'il compte maintenant sur la diplomatie. Je ne sais pas si vous avez suivi. Personne sur ce plateau n'a dit que sur le plan juridique, on peut s'en sortir. Personne. Aucun juriste normal ne peut commencer par imaginer qu'on va s'en sortir. Ce que tu peux imaginer, c'est qu'on ne va pas s'en sortir, mais quand même, quelqu'un peut intervenir et ça change quelque chose. Ce n'est que comme ça. Et c'est ce que je leur dis. S'ils bloquent le processus au niveau de la CCA, ils vont pas aller bloquer ça au TAS. Et ça va seulement perdre le temps. Donc, ce qu'ils veulent empêcher là, s'ils veulent empêcher quelque chose au niveau de la CCA, qu'ils savent qu'ils ne vont pas y arriver. Parce que même s'ils y arrivent au niveau de la CCA, le juge, même s'il est sous, il ne peut pas écrire que c'est après, si vous n'allez nulle part. Il ne peut pas. Même s'il écrit ça, les gens vont aller au TAS. Et moi, je crois que c'est plus honteux que chaque fois le TAS ait à revenir sur les décisions qui sont prises ici. Mais donc, il y a vraiment, permet que je suis sur la question, il me revient qu'il y a un ensemble de personnes qui manœuvrent. Et puis, il faut aussi savoir que... Pour quel intérêt? L'intérêt suprême de la nation ou bien pour leur intérêt? Bon, les gens ne comprennent pas que la nation, ce n'est pas vous. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est nous tous. Et quand vous êtes des gouvernants, vous n'êtes pas les gouvernants pour tel contre tel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il faut être des hommes d'État. Les hommes d'État ne s'improvisent. On ne s'improvise pas homme d'État. Il y a une culture d'homme d'État. Quand vous êtes un homme d'État, vous êtes là pour protéger l'image de la République. C'est de ça qu'il est question. Un homme d'État ne prend pas position dans un litige entre deux citoyens. Un homme d'État, membre du gouvernement, ne prend pas position pour un tel contre un tel. Il laisse le juge faire son travail. Parce que le juge, lui, il a l'habilité à dire pour telle raison, tu n'as pas raison, pour telle raison, tu n'as pas, ainsi de suite. Mais quand les membres du gouvernement, parce qu'il nous est revenu qu'il y a des membres du gouvernement qui s'ingèrent dans cette affaire et qui veulent faire obstruction à la justice, je crois qu'ils ne jouent pas franc jeu. Et il faut qu'ils sachent que chaque chose a une fin. Les autres ont essayé ça n'a pas prospéré. Maintenant, eux aussi, ils essaient. J'espère que pour eux, va prospérer. Maître Éric Bissot, je veux qu'on s'entende d'abord sur le terme ou alors la terminologie, si vous le voulez. S'agit-il d'un rabattement ou alors tout simplement d'une prorogation pour qu'on comprenne? Et quand c'est un rabattement, on doit s'attendre à quoi? Et quand c'est une prorogation, à quoi doit-on s'attendre techniquement? Monsieur Bouba Goubna, dans le cas d'espèce, il s'agit bel et bien d'une prorogation des délibérés. Il faut dire que dans le cadre de la prorogation des délibérés, comme Pino Ongba l'a indiqué tout à l'heure, il peut arriver que le juge n'ait pas eu le temps matériel pour, n'est-ce pas, rendre sa sentence. Il peut arriver que pour des raisons d'ordre administratif interne à la juridiction, qu'on ne puisse pas avoir la sentence à temps. Donc, on parle donc de prorogation délibérée. Ça veut dire tout simplement qu'on décale la date à laquelle, n'est-ce pas, la décision sera rendue. Pour ce qui est du rabattement des délibérés, dans ce cas-là, il est question pour la juridiction d'ouvrir à nouveau le débat. Or, vous savez très bien que dans le cadre de cette affaire, les débats ont été clos à la date du 11 mars. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de rouvrir les débats, il est tout simplement question d'attendre que décision soit rendue. S'il avait été question, n'est-ce pas, de rabattement des délibérés, cela aurait été certainement à la demande de l'une des parties au procès, peut-être pour produire des éléments nouveaux ou pour apporter, n'est-ce pas, un autre argumentaire en appoint de ce qui avait été fait initialement. Donc, il faudrait que nous soyons fixés une fois pour toutes qu'il s'agit tout simplement d'une prorogation des délibérés parce qu'il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Les débats ont été clos. Maintenant, on attend seulement que la juridiction puisse rendre sa sentence à la date du 11 avril 2019. Alors, Abdoulaye Ado, il s'agit là d'une décision populaire qui concerne le football, quand on sait que le football est le pion du peuple. Est-ce que y a-t-il une volonté des gouvernants ou alors des personnes qui sont dans ce dossier de prendre des dispositions ou des précautions avant de la rendre publique? Non, moi je ne pense pas que ce soit ça. Dans tous les cas, ils vont invoquer des arguments de droit, ils vont invoquer les faits qui vont conduire à des conclusions qu'ils auront à prendre. Donc, ils ne peuvent pas cacher parce qu'ils sont obligés de motiver leur décision. Donc, chacun peut se faire, qu'on soit expert
qu'on soit néophyte de la question de droit, chacun va lire et comprendre à sa façon. Donc, dans tous les cas, même s'ils veulent éviter ça, ils sont obligés de le faire. D'ailleurs, si on a peur que ce soit populaire, rarement, la plupart des décisions, c'est des audiences publiques. On exhorte même pour que les gens puissent prendre part à ça. On ouvre pour qu'il y ait les huis clos. Vraiment, c'est des cas exceptionnels. Donc, ça ne va pas empêcher que les gens soient au courant. Mais de mon point de vue, quelle que soit la partie, celle qui succombe pourra, si elle pense que, bon, on n'a pas tenu compte de ces arguments, elle peut donc saisir le TAS qui, après la CCA, selon notre loi 3e génération Android, je crois qu'on doit aller au TAS. Maintenant, chacun va donc estimer que, bon, j'ai ma requête, je me suis défendu, ça n'a pas prospéré, bon, je préfère aller plus loin. Mais également, on peut rendre une décision. Et quand on rend une décision, vous pouvez non seulement relever appel, mais demander même la suspension des effets de l'annulation éventuelle. Ça veut dire que, en attendant que le TAS se prononce, les effets de l'annulation, quand vous demandez la suspension des effets, et que si vous avez eu droit à ça, le juge, l'arbitre vous donne droit à ça, on peut rester dans le statu quo jusqu'à ce que maintenant le TAS se prononce définitivement également sur la requête. Si on entend parler, on comprend bien Abdoulaye Abdo, on peut annuler les élections à la FECAFOOT. Seydou Bomonjoya et sa clique peuvent continuer à gérer les affaires. C'est bien ça? Non, c'est exactement le scénario que de la FECAFOOT qu'Abdoulaye vient de... Non, le connaissant très bien. Le connaissant... C'est des hypothèses qui existent dans le droit Bouba, en question. Je crois qu'on a tous ici l'expérience du passé. Il y a d'ailleurs une jurisprudence palpable qui est là. Le 1er octobre 2015, cette même chambre avait annulé les statuts qui sont aujourd'hui... Parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous suivent que c'est pas l'élection en elle-même, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, c'est d'abord les statuts qui ont été contestés depuis leur adoption le 10 octobre 2018 en Bankomo. Et il y a eu d'abord la concertation, la conciliation. Et c'est d'ailleurs la partie intimée, la FECAFOOT, qui a demandé le certificat de non-conciliation qui a été délivré peu avant même l'élection à la FECAFOOT. On était en début décembre et depuis janvier, nous sommes là. Il faut quand même rappeler que c'était la 5e audience en arbitrage qui aurait dû être la dernière et que lors des 4 présences, vraiment, si on ne le dit pas, la FECAFOOT a fait du dilatoire. Cherchant à chaque fois, vous savez qu'au départ, elle a d'ailleurs voulu opposer des questions de fond et de forme dans cette affaire, estimant que la CCA n'était pas comme... Elle a même excipé l'argument selon lequel 20 clubs se sont retirés dans cette affaire dont il n'était plus question. On leur a fait savoir directement qu'il y a quand même plus de 110 clubs qui étaient encore. Donc un seul pouvait faire l'affaire. C'est clair que la FECAFOOT doit jouer le dilatoire. Et lorsque vous revoyez le film d'hier en Coleton, il y a beaucoup de choses qui tournent dans notre tête. On se pose des questions. Et le réflexe du journaliste que je suis m'amène à aller au-delà. Vous savez que la déontologie nous impose de ne pas trop rentrer dans les faits puisque l'affaire est pendante. Mais on peut questionner les non-dits et les actes. Quand vous voyez quand même que des deux parties incriminées, des deux parties concernées, la CFAC et tous ses avocats étaient là à l'heure. Mais curieusement, la FECAFOOT, comme si elle était au courant du renvoi du délibéré, n'est pas venue. C'est plutôt son juge choisi. Hein, je ne vais pas le citer, tout le monde le connaît. C'est d'ailleurs quelqu'un avec qui on discute régulièrement. Son juge qui s'est pointé avec le responsable des affaires juridiques, lui je peux le citer, Albert Ayomba. Ils ont fait à peine 2-3 mais ils sont repartis. Je ne vais pas dire bras dessus dessous, mais c'est comme si tout le monde savait ce qui s'est passé. Donc, je dois dire que sur ce coup, il y a quand même quelque chose qui intrigue. Comment on n'a pas pu informer? Si ça avait été le rabattement, comme le disait Maître Eric Bissot, je crois que les deux parties auraient été informées. Une prorogation. Encore qu'en matinée, la veille, on avait des infos là-dessus. Maintenant, on peut questionner les non-dits. Et c'est là où moi, je commence... vous savez, comme Pinon l'a dit, ce qui doit être dit le sera dit. Hein. Je pense sincèrement, sans vouloir être sentencieux, encore moins péremptoire, que c'est compliqué vraiment dans cette affaire pour la FECAFOOT au regard des griefs en cours. Parce que Abdoulaye a évoqué la loi. Cette même loi a été violée par la FECAFOOT. Vous savez que la loi 3G qu'Abdoulaye venait d'évoquer
a été adopté le 11, le promulgué le 11 juillet par le chef de l'État, et que c'est à cause de cette loi que le comité de nomination a vu son mandat prorogé 2 fois. C'est toujours à cause de cette même loi que l'Assemblée générale d'adoption des textes de cette FECAFOOT a été décalée de juin à septembre, puis de septembre à octobre. Et quand vous revoyez la nouvelle loi, la FECAFOOT l'a complètement ignorée. Donc aujourd'hui, je crois que, et c'est pour cette raison que j'estime que le ministre des Sports, qui depuis quelque temps est très complice avec la FECAFOOT, je crois que le professeur Narcisse Moelle Kombi devrait vraiment faire attention à regarder où il met les pieds, où il pose les pieds dans cette affaire. Parce que de sources sûres, ces gens qu'il a reçus, vous savez que depuis lundi, il a reçu le président du comité national olympique et sportif du Cameroun et le deuxième vice-président, M. Louis Majoré Timba. Le lendemain, c'est M. Seydou Momonjoa et toute son équipe. Il va falloir que le ministre des Sports tire les leçons de son prédécesseur dans cette affaire. Pinon l'a dit. Quand vous avez 2 enfants qui se battent, ne prenez jamais fait cause pour l'un d'entre eux. La Bible d'ailleurs nous le renseigne. Vous avez vu l'histoire de Jacob et de son frère. Ce qui, heureusement qu'à la fin, Ésaü, ils finissent par faire la paix. Je crois que le ministre des Sports, s'il nous suit, ou c'est qu'on sait qu'il nous suivent, il faut faire très attention. Rien ne se cache dans ce pays. Ces rencontres suspectes que vous faites à 48 heures, 72 heures d'une procédure, du rendu d'une procédure comme celle-là, sont vraiment suspicieuses. C'est vraiment un conseil. Parce qu'avec l'expérience du passé, on a vu que le ministre Bidongpat a eu maille à part. Donc aujourd'hui, rencontrer ces gens, on sait très bien qu'il n'est pas le seul, vraiment. Vraiment, Bouba Ngom, je sors par là si vous le permettez. On sait très bien que le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, M. Kalkaba, n'a plus envie de se mouiller dans cette affaire. Il a été éclaté, il a même failli perdre son poste jusqu'à Lac-Noir, parce que ça l'a suivi jusque là-bas. Aujourd'hui, le moins qu'il aurait pu faire, c'est ce qui a été fait hier. C'est-à-dire, on a prorogé vraiment cette affaire comme ça, mais elle sera dite au fond. Les négociations, vraiment les longues attentes au niveau du palais de Toudi pour essayer de rencontrer la première dame, n'y changeront rien. Si le droit doit être dit, il sera dit. Vraiment, toutes ces infos, on les a, mais je crois qu'il faut laisser, et je pense, sauf si ça a changé, je crois que les juges de la CCA, vraiment, ce sera compliqué. Vous savez, à un moment donné... Vous allez y revenir tout à l'heure. Je vais y revenir. Mais je vais revenir. Gardez cette idée pour la suite. Je voulais relancer Coris Kouyaté à la suite de Thierry Do. Est-ce que l'implication ou alors l'immixtion du politique dans cette affaire peut changer la donne? Là, nous sommes en droit, Bouba. Et comme on dit souvent, la loi est due, mais c'est la loi. Et la loi s'applique à tout le monde. Vous savez, l'ex-ministre des Sports était allé jusqu'à faire un communiqué, n'est-ce pas, que Abdoulaye Ado d'ailleurs appréciait beaucoup, n'est-ce pas, pour affirmer et dire que le processus était terminé au niveau de la FECAFOOT et qu'il fallait reconnaître Tombi Aroko comme président. Vous voyez que 23 ou 24 mois après, tout est tombé dans l'eau. Vous savez, Bouba, je ne sais pas à qui profite, n'est-ce pas, cette situation au niveau de la Fédération camerounaise du football, mais pour éclairer un peu nos téléspectateurs, il faut dire que l'élection, n'est-ce pas, du président de la FECAFOOT, c'est la résultante, n'est-ce pas, d'un long processus qui part de l'adoption des textes, des statuts, n'est-ce pas, des élections dans les ligues décentralisées, arrondissements, départements, régions, et finalement, n'est-ce pas, au niveau national. Et comme c'est une chaîne, si quelque part il y a une irrégularité, ça peut annuler toute l'élection, n'est-ce pas, au niveau national. C'est là où il faut faire très attention. Je suis à côté d'un rapporteur, n'est-ce pas, de la commission d'homologation dans le centre. Il nous a dit ici, c'était Jeunesse d'Obala, c'est ça, qui était forfait général à la 3e journée. Vous allez parler d'un autre club, forfait général, Black Star, forfait général à la 7e journée. Est-ce que ces 2 clubs ont participé au processus électoral dans le centre? Voilà. Si ces 2 clubs ont participé au processus électoral dans le centre, ça veut dire que l'élection sera annulée pure et simple, Bouba. Pour la simple raison que les textes de la FECAFOOT sont clairs. Aucun club déclaré forfait général ne peut participer au processus électoral. Et vous comprenez que si je ne prends que ces 2 cas, si ces 2 clubs ont participé, n'est-ce pas, au processus, mais il est tout à fait clair que le camp d'en face l'emporte au niveau, n'est-ce pas, de la CCA.
Et c'est pour ça que je vous pose la question, sachant bien que, puisque c'est eux, n'est-ce pas, qui ont voté ces textes, c'est eux qui ont mis en place ces statuts, pourquoi encore aller les violer, n'est-ce pas, pendant le processus électoral? Ben, voilà, par exemple, 2 cas qui peuvent tout simplement concourir à annuler, n'est-ce pas, le processus électoral. Alors, vous avez le salut Pidon Ongba et Thirindo du sous-préfet de Mbankomo. Hein. C'est là-bas que les hostilités ont eu lieu. Il suit religieusement. Bonjour à lui. Bonsoir à lui. Le chef de terre, il vous a à l'œil et il dit qu'il apprécie bien vos analyses. Alors, Maître Eric Bissot. Il ne faut pas qu'ils nous interdisent de se dire là-bas. Maître Eric Bissot, quels sont les cas de figure dans cette affaire? Bon, écoutez, je vais commencer par dire un petit mot sur le nouveau copinage qu'on pourrait observer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère. Parce que le langage qui voudrait qu'on dise que la politique ne s'immisce pas dans le sport, c'est un langage biaisé. Parce que j'aime souvent le dire, il faut savoir que le sport est d'abord un service public. Et c'est l'État qui le délègue, n'est-ce pas, aux fédérations. Donc, quoi que délégué, ça reste un service public et l'État a toujours son mot à dire. Et qui dit État, dit le politique et son administration. La nouvelle loi, telle qu'adoptée par le Parlement camerounais, a posé comme exigence que les statuts des fédérations devaient être conformes, n'est-ce pas, aux statuts standards, tels que fixés sur le plan réglementaire, donc par le gouvernement. Or, il se trouve qu'au moment où la FECAFOOT adopte, n'est-ce pas, ces statuts, le ministère n'a pas encore fait son travail. Le ministère n'a pas encore produit à la FECAFOOT ces statuts standards, à tel point qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à la FECAFOOT de ne s'être pas conformé parce que ces statuts standards n'existaient pas. Donc, du coup, l'État est obligé de faire profil bas parce qu'ils savaient qu'ils ont fouté. La loi était, c'est plus de 3 mois après que les statuts sont adoptés quand même. Je dis que la loi a été adoptée en juillet. Oui. La FECAFOOT maintenant adopte ses statuts en octobre. Jusqu'en octobre, les statuts standards ne sont pas prêts. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas. Je veux dire que la FECAFOOT ne peut pas être à la FECAFOOT parce qu'on ne peut pas faire le report à la FECAFOOT. Il ne s'était pas conformé à quelque chose qui n'existait pas. C'est l'un des griefs parmi les 6. Deuxième point, il serait assez malheureux d'avoir toujours à annuler les statuts de la FECAFOOT lorsqu'on sait que au niveau du ministère des Sports, il y a bel et bien une direction des normes. C'est cette direction-là qui devrait veiller à ce que les textes de la FECAFOOT sont conformes à la loi, au règlement. Ce travail toujours n'est pas fait. Donc aujourd'hui, vous comprenez très bien que lorsque la FECAFOOT se trouve mal, elle est obligée de s'appuyer sur l'État, sur le ministère pour dire, en fait, si je suis mal aujourd'hui, c'est à cause de vous. Vous n'avez rien produit. Vous n'avez pas fait votre travail, qui est celui du contrôle, la conformité, n'est-ce pas, de mes statuts à la loi. Et chaque fois, je vais me retrouver devant ce club qui risque à m'humilier toujours devant la chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc, c'est un appel à plus de responsabilité de toutes les personnes qui sont parties prenantes, n'est-ce pas, dans le mouvement sportif national, pour leur dire qu'on ne peut pas continuer à donner cette image avilissante aux yeux du monde. Parce qu'aujourd'hui, on va après les 6 ans dans la crise. C'est comme s'il n'y avait pas d'intelligence dans ces pays pour rédiger les textes, ou alors comme si on ne pouvait pas arranger cette histoire, n'est-ce pas, entre nous. Il va bien falloir, le moment venu, établir les responsabilités et que chacun sache mieux faire son travail. Que chacun sache mieux faire son travail. Pidon Ongba, est-ce que là, la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, avec les nouveaux textes, n'a pas une occasion idoine là de pouvoir non seulement appliquer ces textes et de se rendre encore plus crédible, parce que avec la nouvelle loi, et si jamais les deux parties ne s'entendent pas, eh bien l'OTAS, et du coup, est-ce que ce ne sera pas la mort programmée de la CCA? Non, c'est une juridiction qui prend des décisions qui peuvent être cassées par une juridiction supérieure. Donc, il n'y a pas. C'est-à-dire que l'enjeu dans cette affaire, ce n'est pas la crédibilité de la CCA. Moi, je crois que l'enjeu, c'est plus la crédibilité des juges eux-mêmes. Parce qu'on dit, moi, je n'ai pas fait de grosses études de droit, hein, et je n'aime pas qu'on me présente comme un juriste, parce que je sais ce que ça implique. Quand vous dites que vous êtes juriste, quand vous prenez une position sur une question de droit, au quartier, on va dire ça. Donc moi, je préfère ne pas le dire comme ça. Vous avez fait un peu de droit. Voilà, j'ai fait quelques cours. Donc, on dit en droit que le juge répond. Donc, c'est-à-dire que ce qui commande la décision d'un juge, c'est 2 choses. La première chose, c'est la loi. La deuxième chose, c'est sa conscience. Donc, vous devez prendre des décisions qui sont conformes à la loi, première chose, et des décisions
que votre conscience va supporter. Parce qu'au-delà de la loi, si vous pouvez prendre une décision qui soit contraire à la loi, mais si vous-même vous n'arrivez pas à dormir chaque fois qu'on sait qu'il y a au cœur du sport et qu'on va parler de votre décision, vous voyez qu'avec votre conscience, vous n'étiez pas d'accord. Donc c'est très important. Il y va de leur crédibilité à eux-mêmes. Et la décision sera tellement grave que il faut donc un peu de courage pour prendre cette décision. Mais c'est une décision qui est inéluctable. J'ai dit, à la CCA, on peut ne pas la prendre, on va la prendre ailleurs. Et moi, j'ai souvent dit qu'il faut conforter les institutions nationales, il faut leur donner du pouvoir. Ceux qui avaient dit que la CCA, l'autre jour, avait outrepassé ses compétences, ils nous ont perdu beaucoup de temps, ils ont humilié le Cameroun. Parce que ce qui revient maintenant, c'est qu'on n'a pas été capable de gérer notre problème en interne. Il a fallu que le TAS a même pris la décision. Et si on a dit qu'on n'applique pas, il a fallu que ce soit la FIFA qui nous dise vous appliquez ou on passe à autre chose. Et moi, je crois que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire obstruction. Il faut laisser le juge dire le droit. Si demain, le juge dit, comme cela semble être le cas là, que cette élection est annulée. Annuler l'élection et recommencer. Abdoulaye dit qu'il y a une autre possibilité. C'est ce que je dis. Vous pouvez, je suis passé par là, j'ai dit qu'on peut faire appel. Mais moi, je crois que plus le temps va passer, plus les conséquences seront dramatiques. Non, on peut faire appel. L'appel n'est pas suspensif. Oui, vous pouvez demander un sursis à exécution. Voilà, vous pouvez demander un sursis à exécution. Sauf que l'appel justement n'est pas suspensif. C'est-à-dire que la décision est exécutoire dès son prononcé. C'est-à-dire que dès qu'on dit que l'élection est annulée, elle est annulée. Chouat et ses amis, ils dégagent. Le temps qu'ils vont faire les suspensifs et tout ça, ils sont d'abord au quartier. Et je crois que c'est ça qui est le problème. Le problème dans cette affaire, de mon point de vue, et elle dure pourquoi? Elle dure parce que les gens refusent de respecter les règles. Elle dure simplement parce que les gens ont les règles depuis le départ. Ils se sont fixés eux-mêmes des règles dans un environnement. Ils ne savaient pas qu'il peut arriver un événement imprévu qui fasse que leur calcul ne donne pas. Vous savez, Iya Mohamed, président de la Fédération camerounaise de football, avait pour premier vice-président Atanambala, je crois bien. Et puis subitement, il a senti que Atanambala était un gars de Yaoundé. Atanambala marchait beaucoup, donc il était l'ami de tous les ministres et tout. Donc le temps qu'il dirige la Sodecoton là, pour arriver ici, il arrive à Atanambala, il est pratiquement le président de la fédération. Pour régler le problème là, il dit Atanambala n'est plus premier vice-président. C'est John Begeninde qui doit être. Il explique ça, que ce n'est pas normal qu'un francophone soit président et un francophone soit encore premier vice-président. C'est lui qui dit ça. Maintenant, et c'est convaincant quand quelqu'un vous le dit comme ça et on a donc pris John Begeninde, on a mis premier vice-président. On ne savait pas que Iya Mohamed peut se retrouver dans les pommes comme il s'est retrouvé là. C'est là où on est coincé. On n'avait pas prévu ça. Oh, les règles dans leur affaire disent que c'est le premier vice-président qui prend le pouvoir. Et c'est là où nous sommes encore coincés. Donc on refuse d'appliquer ça et tout le système est bloqué. Moi, je crois que les problèmes à la FECAFOOT sont partis d'un problème très simple. Le problème de l'article 4 qu'il fallait réviser à des problèmes qui sont plus complexes maintenant, qui impliquent l'opposition à la loi. C'est-à-dire que maintenant, on est dans les textes qui ne sont pas conformes à la loi. Il y a des textes qui ne sont pas conformes à l'éthique sportive même. Il y a ainsi de suite. Donc les gens sont entrés dans cette affaire avec leurs esprits pour insérer de nouvelles dispositions qui font que l'affaire soit davantage compliquée. Or, c'était une affaire simple au départ. Donc, si les juges rendent une décision, quel que soit le camp qui va perdre, sous réserve de la volonté que l'un ou l'autre aurait de faire appel, vraiment, je crois qu'il faut que le gouvernement prenne sa position, qui est normalement une position neutre dans ce type d'affaires. Abdoulaye Ado, est-ce qu'on peut avoir une issue vraiment définitive le 11 avril prochain? Bon, moi, mon souhait, c'est que vraiment la justice, généralement, les conseils même que les magistrats vous donnent, c'est que un très mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. Ça, c'est vraiment les conseils des magistrats eux-mêmes. Parce qu'on sait que la justice, d'abord, personne ne peut savoir, même si vous avez des éléments, de quel côté la décision sera rendue en faveur de qui. Donc, de deux maintenant, on ne peut pas interdire à un ministre des Sports, par exemple, de rencontrer les gens de la fédération, les gens du comité olympique. Parce que celui qui implémente la politique sportive au niveau du Cameroun, qui est définie par le chef de l'État, c'est le ministre des Sports. Et quand le Cameroun vient de passer
aux éliminatoires comme ça, on vient de nous qualifier, il y a des problèmes à discuter, il y a un programme à faire pour la préparation de l'équipe nationale. C'est normal que la FECAFOOT rencontre le ministre des Sports parce qu'il faut évaluer tout ça. Là. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Et c'est normal qu'il rencontre également le comité olympique. Ce n'est pas un problème. Ça n'a rien à voir avec les manœuvres visant... De mon point de vue. Oui, il ne rencontre pas la FENASCO qui organise le championnat la semaine prochaine. Le 2 maintenant, la FENASCO, c'est lui qui est vraiment impliqué. C'est le ministre des Enseignements secondaires. Le ministre des Sports également souvent. Le ministre des Sports est impliqué, mais pas comme le ministre des Enseignements secondaires. C'est vrai qu'ils agissent ensemble, mais c'est ça. Ce que je voudrais dire. Également, il faut éclairer les gens. Si on annule les statuts de la FECAFOOT, ça veut dire que les statuts en vigueur seront les statuts du 16 mai 2012. Oui. Et dans les statuts du 16 mai 2012, ce n'est pas fait comme ni à la CAF, ni à la FIFA. Le premier vice ne vient pas s'installer dès que le président est empêché. On fait comment? On fait donc ceci. Il y a un constat de vacances qui doit être fait par le comité exécutif de l'époque. Et si M. John Begeninde n'a pas pu s'imposer, c'est parce que le comité exécutif, lui, a été hostile. Il ne pouvait pas rassembler les 2/3 de ce comité. Quand Chouat était devenu président, qui avait constaté. Je vous dis donc comment... Quand Chouat est devenu président, un jour après son élection, qui avait constaté. Et c'est pourquoi M. John Day a eu des difficultés à pouvoir s'imposer. Et maintenant, quand je parle de pouvoir demander la suspension des effets, oui, c'est les mesures provisionnelles que vous pouvez demander pendant que vous relevez appel. Vous demandez donc... par mesure provisionnelle que vous demandez à l'instance, comme suspendre les effets de la décision. Si la décision, c'est l'annulation des statuts, on va donc suspendre ces effets, on continue à gérer jusqu'à ce que la nouvelle décision vienne maintenant. Mais je sais que tant que le comité exécutif restera hostile à M. John Day, tel que ça a été, c'est difficile pour lui. Alors, le temps va très vite. La régie me signale qu'on a 8 minutes. Et donc, pour un dernier tour de parole, chacun. Mais je lis 2 messages d'un téléspectateur bien connu à l'endroit de Coris Kouyaté, le PDG de Soleil FM, Nyassa Soleil, qui dit « Bouba, votre consultant a toujours été dur contre la FECAFOOT. On ne sait pas pourquoi il est dur contre la FECAFOOT. Et là, c'est pour vous, Coris. C'est Soleil qui dit que vous avez toujours été dur. Et il dit maintenant son beau-frère va se reconnaître sur ce plateau. Voilà. Son beau-frère qui supporte toujours lui-même. Bouba, en 30 secondes, je dois dire au grand frère Soleil Nyassa que je ne suis pas dur, n'est-ce pas, contre la FECAFOOT. Je suis pour le respect strict des normes, des statuts, de la réglementation en vigueur. Si ces gens de la FECAFOOT respectent, n'est-ce pas, ces normes-là et qui sont élus légalement, ben, je vais applaudir, je vais apprécier, c'est tout. Voilà. Alors, on va très rapidement, on commence par vous, Maître Bissou. Le 11 avril, on va s'attendre à quoi? Très rapidement, Bouba, je voudrais d'abord relever quelque chose avant de répondre à votre préoccupation. Pour revenir sur les propos de Punan tout à l'heure qui indiquait qu'après le prononcé de la transhumance, elle est exécutoire tout de suite. Il faut dire que l'une des grandes innovations de la loi 3e génération, c'est que justement, l'État apparaît à cela. Je veux dire, le Parlement apparaît à cela. Il faut désormais savoir que les sentences, celles qui sont rendues tant sur le plan national qu'international, ne sont plus exécutoires dès leur prononcé. Il va toujours falloir aller chercher la position de la formule exécutoire au niveau du tribunal de première instance. Ça, il faut le savoir. Les accoutuments. C'est les équatures. Ces équatures vaut pour les sentences internationales étrangères. Mais pour le cas des sentences nationales, on va chercher la position de la formule exécutoire. Et il faut également dire que nous devons avoir à l'esprit que l'arbitrage, n'est-ce pas, ressorti de la justice privée. Ce n'est pas l'ordre judiciaire étatique. Et qu'en matière d'arbitrage, ce n'est pas toujours le droit qu'on dit. En matière d'arbitrage, on peut juger en équité. Donc il faudrait que cela en esprit, parce qu'on veut toujours se fonder sur la loi, sur certaines choses, sur les sources du droit, alors qu'en arbitrage, on peut également se fonder sur l'équité pour rendre une décision. Lorsque je l'aurais dit, il faut donc comprendre que toute décision peut arriver le 11 avril au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Parce qu'il peut se trouver que pour l'intérêt supérieur de la nation,
que l'État, justement, puisse influencer en disant aux arbitres, écoutez, c'est quand même mon affaire, c'est d'abord mon service public, c'est à moi que les à la gestion, et encore, non pas que je voudrais promouvoir qu'on puisse, n'est-ce pas, fouler aux pieds les lois, la violation de la loi, mais pour l'intérêt supérieur de la nation, pour permettre à notre football de pouvoir évoluer et ne pas se focaliser sur les intérêts singuliers et individuels qui sont forcément égoïstes, il va falloir que nous avancions. C'est vrai, on peut rendre une décision allant dans le sens de ce qu'il n'y a pas d'annulation. Les autres auront l'aptitude, la capacité d'aller de ce pouvoir aux tasses, mais entre-temps, on doit quand même évoluer. Alors, Thirindo, une affaire camerouno-camerounaise devrait-elle normalement se régler ici? Est-ce qu'on a besoin d'aller aux tasses pour régler un problème aussi Je crois que la dernière élection présidentielle répond à votre question. Vous avez vu comment la Cour constitutionnelle a travaillé. On a laissé tout le monde. On est même allé au-delà de ce qui est prévu par la norme en vigueur. Donc, l'intérêt supérieur pour moi, ce n'est pas que l'État... Sinon, on va repartir des plus belles. Pinon l'a dit. Si on foule, on jongle ici, au tas, on ne va pas jongler. Vous voyez les comment. C'est sérieux ça. Donc, je crois que les informations des plus critiques font tas que les juges, c'est vrai, hein, c'est la palissade que de le dire. De l'argent a été proposé à tous les échelons dans cette affaire. Et les juges... Comme vous le faisiez. Non, Abdoulaye Ado, pas moi. Si vous avez des preuves... Vous savez que non, je ne sais rien. Pourquoi tu veux me distraire? Parle de lui. Tu récites ça depuis le matin. Abdoulaye Ado, de l'argent a circulé. Je vous dis, même des gens se sont même appointés au niveau de la présidence de la République cherchant à rencontrer la première dame. Vraiment, ce n'est pas Mme Chantal Biya qui a demandé aux gens d'aller jongler avec la loi. Le droit sera dit. Vraiment, si autre chose devait être fait, je crois que hier, ça aurait été fait. Moi, j'insiste, c'est vrai que je n'ai pas eu assez de temps de parole pour m'exprimer là-dessus. J'insiste pour dire que le patron des sports, et n'en déplaise à Abdoulaye, à 2 jours d'une audience comme celle-là, rencontrer la FECAFOOT qu'il avait déjà rencontré la semaine dernière, laisser les affaires de qualification pour la Coupe du Monde, on aura le temps, c'est dans 3 mois. On sait bien ce qui s'est passé. On sait très bien qu'il y a un autre ministre en fonction, premier vice-président au comité olympique, je ne vais pas le citer, si vous êtes dans le sport, vous savez de qui il s'agit, qui est actif derrière. Monsieur Mouele Kombi également, qui depuis son arrivée a essayé d'être arbitre. Vous savez, on a fermé les yeux sur la première incurie. Vous savez qu'on a prorogé, lui également, il a accepté de proroger de manière tacite la forfaiture au niveau du mouvement sportif national. Vous savez que dans son discours, lors de la présentation de il avait clairement annoncé qu'on allait passer au renouvellement. Lorsque M. Kalkab a ouvert la vanne, il s'est engouffré. S'il va également s'engouffrer dans cet épineux problème de la FECAFOOT, je crois que ce sera compliqué. Donc, de mon point de vue, il faut que le droit soit dit. On a réclamé la loi est là. La Fédération camerounaise de football a violé. Parce que quand on voit les chefs d'accusation, pour M. Tommy, je crois que c'était 2. On a une demi-douzaine de faits qui sont aussi flagrants. Il y a pas que, il y a la cour, il y a tout ceci. 16 personnes sur 76 n'ont pas voté ces statuts. Il y a des gens qui ont découvert les statuts à 10 h du matin. Il y a même de l'argent. Il y a les banques. Les banques sont là. Les gens ont... Donc, je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Monsieur, de ce qu'on a appris, en haut lieu, on a vraiment demandé aux uns aux autres de laisser, c'est des enfants du Cameroun, qu'on laisse que le droit soit dit. Si une partie se sent lésée, le tribunal arbitral du sport est là, c'est aussi simple. Pinon Ongba, tout le monde s'accorde à dire qu'on va annuler ces élections. Et si le 11 avril, la CCA disait le contraire, ça va vous surprendre? Moi, je continue de dire qu'elle peut dire le contraire. Mais tous les indices convergent vers ça. Maître Bissot, il parle d'équité. Et en même temps, il dit que pour l'intérêt supérieur de l'État. Ah ben, l'équité, ça veut dire quoi? Voilà. L'équité, ça veut dire qu'on veut rétablir les gens dans leur stabilité mentale. L'équité, c'est quoi? Est-ce que l'équité, c'est frustrer les gens? Contre les non-droits. Justement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut frustrer les gens. On ne frustre pas les gens au nom de l'équité. Bon, maintenant, donc, ce que je veux dire, c'est que... Bouba, je suis sûr que les téléspectateurs suivent attentivement comment on fonctionne. Au lendemain laissons d'abord le lendemain. Pendant la campagne électorale de la Fédération camerounaise de football, je soutenais un candidat qui s'appelle Monga Nyamsi Daniel. Et notre credo, c'était la paix d'abord. Pour nous, la pacification de la Fédération camerounaise de football était la première chose à faire avant de faire toute autre chose. Le président n'est pas passé.
Mais quand l'élection est terminée, je suis revenu ici dire que Chouad peut avoir tous les programmes qu'il a, mais qu'il fasse d'abord la paix avec les gens de la fédération. Mais il y a quelques petits guerriers là-bas à la fédération qui lui ont dit non, c'est des gars, machin truc. Oh, ils vivent de la guerre. Ils vivent de ça. Parce que quand vous avez les procédures, vous avez dit que qui est parti là-bas hier avec le juge dont vous parlez là. C'est les mêmes gens qui vivent de ça. Quand ils vont aller en Suisse, c'est eux qui vont partir. Donc, ils vivent de la guerre. Moi, j'ai dit qu'il faut pacifier. Parce qu'il y a tellement de problèmes de droit dans cette affaire que je crois que la solution ne sera pas une solution juridique. La solution à cette affaire, finalement, sera un arrangement. Or, on aurait pu donc éviter... Non, c'est que je dis que ce n'est plus le moment. C'est une affaire d'opportunité aussi. Ça se passe à quel moment? On aurait pu éviter ces procès si on avait approché les gens sincèrement pour sortir de la crise. Mais là, on est dans une affaire où il y aura des jugements et tout. Moi, je crois qu'on aurait pu se passer de ça. Et c'est encore un regret pour moi qui ai défendu cette option. Mais comme Chouad a décidé de faire la guerre, il faut bien qu'il montre quelles sont ses armes. Voilà, Coris, on a compris, vous n'êtes pas dur contre la FECAFOOT, vous êtes plutôt droit et objectif. C'est vrai que la loi fait mal, la loi est due, mais c'est la loi. Alors, dans cette affaire, vous la voyez comment finalement? Eh bien, deux solutions possibles, même pas solution, je veux dire deux résolutions possibles d'ici le 11. Ben, soit la décision est rendue en faveur du camp de la CFAR, Abdourahmane Amadou et Ami, soit la décision est rendue, n'est-ce pas, en faveur du camp du comité exécutif actuel de la FECAFOOT. Et comme le Pinon le disait, le camp qui aura perdu peut décider soit de s'arrêter là, soit de contester, n'est-ce pas, la décision de la CCA au niveau du TAS. Mais le constat amer qu'il faut faire, c'est que c'est le football camerounais qui meurt, c'est le football qui paye n'est-ce pas, le lourd tribut. Parce qu'il faut comprendre que c'est assez difficile d'expliquer que depuis 6 ans, dans un pays, 7 fois qualifié pour la Coupe du Monde, 5 fois vainqueur de la CAN, on n'a pas pu tenir une élection simple et élire un président sans contestation. C'est assez déplorable, n'est-ce pas, pour le football camerounais. 30 secondes, Abdoulaye. En 30 secondes, d'abord, comme c'est à la mode, la première des choses, c'est de créer un comité de démobilisation et de désarmement des guerrieros des milieux sportifs. Vraiment, il faudrait qu'on crée ça. De deux maintenant, nous sommes en train de préparer la CAN. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut perturber la sérénité? Est-ce que c'est l'exécutif? Vous avez commencé, Abdoulaye. Abdoulaye, tu ne peux pas dire ça. On a annulé l'élection de M. Trump alors qu'on a gagné la CAN. Vous allez attendre votre temps. Donc, c'est ça de mon point de vue. L'essentiel, c'est l'intérêt du Cameroun qui doit aller sauver encore sa CAN pour qu'on ait la 6e étoile. Abdoulaye dit qu'il y a la CAN à sauver. Non, c'est un argument fallacieux. Monsieur Tombi a remporté la CAN avec le Cameroun 6 mois plus tard. C'est parce qu'il était là. C'est un argument fallacieux. Vraiment, on est tous d'accord qu'il y a de l'esbrouf dans tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la norme et la règle de droit. Apprenons à respecter. Vous êtes un politicien. Vous ne pouvez pas dire le contraire en sport de ce que vous faites en politique. Étant un parti de la majorité, il faut que le droit soit dit. S'il est bon ou il est mauvais, il y a des voies de recours. Le tribunal arbitral du sport, les communs nous en donnent la bonne preuve. Merci, cher monsieur. Merci, maître Bissot, d'être venu éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci à vous également, surtout à Guy Matol qui fait un clin d'œil aux panélistes de ce soir. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, pour jeudi prochain, pour une autre édition d'Au Cœur du Sport. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonsoir.